Juliette Pécheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes interne en médecine générale au CHU de Montpellier avec une spécialisation dans les soins palliatifs, c'est bien ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui vous a fait choisir les soins palliatifs ? Je suis interne en médecine générale en 3e année. C'est un cursus théoriquement en 3 ans, la médecine générale, en plus de l'externat. Donc on en arrive à 9 ans en tout, en tout cas pour ma part. Il y a eu des réformes depuis, mais peu importe. Et on peut faire le choix pendant le cursus de se surspécialiser dans certaines disciplines et notamment les soins palliatifs. Moi, je suis arrivée en soins palliatifs par le biais d'expérience pendant mon internat. Donc j'ai fait mon externat, j'ai choisi la médecine générale parce que je voulais vraiment exercer la médecine générale, c'était la spécialité qui me plaisait le plus. Et pendant notre cursus d'internat de médecine générale, on est amené à passer dans différents endroits, que ce soit du cabinet de médecine générale, aux urgences, et notamment au travers de ces 2 stages, j'ai rencontré, que ce soit en ville, en cabinet, des équipes de soins palliatifs qui se rendaient au domicile des patients pour accompagner. Hospitalisation à domicile ? Non, vraiment des équipes mobiles de soins palliatifs dépendantes de réseaux, de structures, qui se rendaient au domicile des patients pour accompagner ces gens-là sur leur fin de vie ou à travers de d'autres problématiques. Et à contrario, pendant mon stage aux urgences, je les ai plutôt rencontrés autour de questions éthiques sur des patients qu'on prenait en charge aux urgences, au déchocage. Et cette approche m'a bien plu. Et ce qui m'a surtout mené à m'intéresser aux soins palliatifs et à creuser encore plus cette question, c'est que je me suis rendu compte de la problématique du temps, que ce soit en cabinet ou aux urgences, du temps qu'on peut accorder aux patients et aux gens. Et c'est vrai que dans une pratique où il faut faire toujours plus, il faut voir toujours plus de monde et on n'a pas forcément le temps, je me suis pas forcément reconnue et je voulais pouvoir avoir la possibilité de passer le temps que je jugeais nécessaire avec les gens. Et donc c'est vrai que ça m'a mené à m'intéresser aux soins palliatifs et plus je me renseignais et plus j'ai trouvé une pratique qui me correspondait. Les autres professionnels de santé qui travaillent notamment avec vous en soins palliatifs nous ont parlé aussi de ce lien humain, de cette relation entre patients et soignants. Est-ce qu'au-delà du temps que vous pouvez leur consacrer, ce lien-là, il est important pour vous ? Oui, complètement. Après, moi, j'ai vraiment fait médecine pour ça, plus que pour d'autres aspects aussi. Le côté scientifique est hyper intéressant, c'est un boulot passion, mais c'est surtout pour moi un travail auprès de l'autre, qui aide l'autre et qui trouve tout son sens là-dedans. Et cette discipline-là qui met ça au cœur de la pratique m'apporte une satisfaction et quelque chose au niveau professionnel de... Vous accompagnez des gens qui sont dans les derniers jours, derniers moments de leur vie. Est-ce que cet aspect-là, qui pourrait être parfois lourd, c'est quelque chose qui vous convient ? Est-ce que cela, justement, cette difficulté, cette dureté de votre quotidien ne vous dérange pas ? Alors, je pense que mes collègues vous l'ont dit aussi, on n'est pas amené que à accompagner des gens qui sont en toute fin de vie. On a parfois des suivis assez longs avec certains patients qu'on rencontre plusieurs semaines, plusieurs mois ou qui sont connus par les équipes depuis plusieurs années. Donc, c'est vrai que l'aspect fin de vie n'est pas forcément votre quotidien. Le total. Voilà, c'est pas la totalité de notre métier. Évidemment, ça en fait partie. Évidemment, c'est difficile, mais on sait très bien qu'on traverse ces difficultés-là. Après, on va dire que l'essence des soins palliatifs fait en sorte que ça se passe le plus paisiblement et doucement possible, que ce soit avant tout pour les patients, pour leurs proches et aussi pour les professionnels qui sont confrontés à ça au quotidien. Alors, vous me le dites, la fin de vie, ce n'est pas forcément votre quotidien. Ceci étant, est-ce que dans vos études, on vous forme à la fin de vie ? Est-ce que vous pensez que vous avez les armes suffisantes quand vous commencez à pratiquer, à être en internat ou après en tant que professionnel une fois diplômé ? Pour ce qui est de la médecine générale, non, en fait, comme maintenant que j'ai fait cette année, j'ai vraiment passé une année, que ce soit en service ou en équipe mobile de soins palliatifs, je me rends compte que j'avais pas le bagage suffisant, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan humain et sur le plan thérapeutique, technique, pour accompagner sereinement une fin de vie. D'autant plus que c'est
pas passer dans un service de soins palliatifs à l'heure actuelle, en tout cas pour que ce soit ma faculté d'origine où j'ai fait mon externat ou pour la faculté de Montpellier, n'est pas obligatoire dans notre cursus. On peut être amené à y passer, mais ça concerne qu'un nombre limité d'étudiants, que ce soit externes ou internes, et pour une durée de temps limitée. Donc effectivement, on n'a pas une formation très complète là-dessus, et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le discours de pas mal de médecins généralistes qui sont amenés en fait à accompagner des situations à domicile en n'ayant pas forcément les armes nécessaires et en ne sachant pas où trouver les ressources nécessaires pour faire ça plus sereinement. Oui, donc il y a un manque clairement dans le cadre des études par rapport à la fin de vie. À quoi, justement, la différence entre le cadre des études et la vie en service, qu'est-ce qui vous a marqué? Pendant qu'on est externe, on va en stage, on va à l'hôpital, on va dire la moitié du temps, mais on a quand même une vision très théorique des choses parce qu'on est conditionné pour préparer un concours. Donc voilà, on a une vision très théorique. Il faut suivre les recommandations à la lettre. On apprend à suivre les recommandations à la lettre. Et en fait, quand on est de plus en plus sur le terrain, parce qu'en soit quand on est interne, on travaille à temps plein à l'hôpital et en temps bien plein parfois, on se rend compte que la réalité de ce qui se passe, la réalité de ce que vivent les gens, la réalité des maladies font que en fait le carcan théorique ne répond pas à tout et n'est pas complet ou en tout cas ne peut pas être appliqué à chaque fois. Donc on a besoin de la théorie pour constituer sa boîte à outils et puis pour pouvoir après répondre à un maximum de situations. Mais quand on est propulsé dans la pratique, on se rend compte que tout ça, ça s'affine avec l'expérience, ça s'affine avec d'autres apports différents qu'on va aller chercher ou auxquels on va s'intéresser, et notamment des choses qui peuvent être moins scientifiques, moins médicales et techniques, et peut-être plutôt de l'ordre psychologique, relationnel, éthique. Voilà, c'est des choses qu'on peut explorer par la suite. Si vous voulez bien, on va passer sur un volet un peu plus éthique justement, avec ce projet de loi qui est plus ou moins, on va dire, à l'ordre du jour du Sénat. Ce projet de loi, il y a deux volets, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Ce projet de loi, est-ce que vous avez pris le temps de le regarder et quel avis vous portez dessus? Oui, j'ai pris le temps de le regarder et puis ça anime pas mal de conversations ici parce que c'est une question prégnante au quotidien. Évidemment, j'ai une réserve quand même concernant le projet de loi. Disons que la question de l'aide active à mourir, je n'ai pas de réponse dessus. En tout cas, sur le projet de loi tel qu'il est construit actuellement, il y a des choses qui m'interpellent et qui peuvent m'inquiéter. Parce que évidemment, je me projette dans ma pratique future et je me demande ce que j'en ferai si la loi passe et comment je serai armée face à ça quand je serai médecin titulaire. Est-ce que je peux vous demander quels sont ces points justement qui vous inquiètent? Les critères d'accès à l'aide active à mourir me posent question. Notamment, le délai me pose question aussi. Les 15 jours? C'est ça, le délai me pose question parce que justement, en fait, je suis assez nouvelle dans ce domaine-là. Je suis arrivée avec des idées, des perceptions, des visions, et en fait, je me rends compte que quand on se renseigne sur le sujet, que ce soit en écoutant un discours ou l'autre, quand on se renseigne autour de cette question, en fait, plus on creuse et moins c'est simple. Et donc c'est vrai que là, plus j'avance et plus je me renseigne et plus je suis dans le flou et plus en fait je vois des situations où je me dis si cette loi était en vigueur à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là et où est-ce qu'on serait allé? Et évidemment, en faisant des analyses a posteriori de situations où je me dis peut-être que le patient aurait eu recours à ça. On voit l'après et on se demande si au final ça aurait été une réponse adaptée à la souffrance des gens à ce moment-là. Mais c'est très difficile de mesurer ça et c'est un débat qui est profondément complexe.
Et au-delà de cette notion de temps, on a compris que c'était quelque chose qui vous avait fait aussi choisir les soins palliatifs parce que l'humain est au centre. Qu'est-ce qui pourrait vous déranger dans ce projet de loi ? Alors, j'ai compris que c'était vraiment la partie aide à mourir. On regardera ensemble, si vous voulez bien, la proposition qu'ils font sur les soins palliatifs. Mais alors, sur cette aide à mourir, est-ce qu'il y a autre chose que la notion de temps qui vous dérange ? C'est ce que je vous disais, c'est aussi les critères d'accès qui peuvent être larges et qui peuvent être questionnés dans certaines situations. Qui ouvrent au-delà de la fin de vie. Qui ouvre quand même un accès large qui est certes demandé par les gens, mais du coup cette proposition, cette solution pourrait être accessible peut-être un peu trop largement. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a des garde-fous, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, où on va, où est-ce que ça va bouger, où est-ce que ça va mener. Voilà, moi je me projette beaucoup dans le futur parce que là, ce sera mon futur. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Donc les critères d'inclusion posent question. Et est-ce que la clause de conscience vous rassure ? Ouais. Alors c'est partiellement. Voilà, la clause de conscience me rassure. Après. Il y a effectivement ces histoires de délits d'entrave, de délits d'incitation qui peuvent être aussi inquiétants, qui sont annoncés comme pas du tout à destination des professionnels de santé qui œuvrent auprès de ces gens au quotidien, mais on ne sait pas ce que ça va être et ce que ça va devenir. Donc je ne sais pas. C'est justement tout ce flou qui génère de l'inquiétude aussi. Est-ce que dans votre expérience, vous avez déjà eu ou déjà entendu, recueilli la parole de certains patients qui auraient souhaité avoir recours à une aide active à mourir. Et comment vous l'avez reçue et comment y avez-vous répondu ? C'est une question hyper intéressante parce que oui, effectivement, où on est appelé en tant qu'équipe mobile de soins palliatifs ou quand on est dans le service, on est appelé pour en fait rencontrer ces gens qui font des demandes d'aide active à mourir. Ça fait partie en fait de notre quotidien professionnel. Et au sein de la formation que je suis en train d'avoir, on apprend en fait à y répondre à ces demandes et à creuser et à voir en fait à quoi ça répond. Et en fait, plus on creuse et plus on se rend compte que des fois, ça peut être un appel à l'aide autour de problématiques hyper difficiles, mais auxquelles on peut apporter une réponse. Et quand on n'est pas assez formé, quand on n'a pas forcément cette expérience-là, on les connaît pas, ces réponses. Et donc, on peut voir l'aide active à mourir comme la seule solution à ces problèmes. Et donc, c'est vrai que j'aurais pas forcément eu le même discours ou les mêmes réponses ou la même approche des patients il y a 1 an avant de commencer cette formation qu'à l'heure actuelle. J'ai beaucoup appris là-dessus. Et oui, forcément, on se rend compte qu'il y a certaines demandes d'aide active à mourir qui sont jamais qu'un appel à l'aide avec d'autres problématiques et qu'une fois qu'on aide les patients à traverser ça, il y a d'autres choses qui en émergent et au final, les gens ne sont plus sur cette demande-là. Et à contrario, il y en a qui persistent dans le temps de ces demandes-là. Mais bon, en termes de chiffres, ça reste une Quand on parle d'appel à l'aide, c'est un appel à l'aide dû à une souffrance physique, psychique, les deux peut-être parfois. Ça peut être l'une, l'autre, physique, psychique, morale, spirituelle, existentielle. Il y a beaucoup de manières de souffrir malheureusement. Ça dépend, c'est ça. Ou ça peut être tout à la fois, ou ça peut être qu'une. Il y a un autre acteur qu'on n'a pas encore abordé, c'est les proches. Ce sont les proches, la famille de ces patients en fin de vie. Quelle relation avez-vous avec eux ? Ça fait vraiment partie de travail que de rencontrer les proches, que de comprendre les mécanismes familiaux, qui nous sont donnés à voir, d'essayer d'accompagner les proches parce que le patient est au centre de tout ça, mais le patient est dans un environnement, il y a sa famille, ses enfants, ses parents, etc. Donc pour nous, c'est important de recueillir leurs ressentis, de partager ça avec eux, de vraiment les accompagner, de pouvoir essayer pour eux aussi de rendre les choses le plus paisible possible. Donc pour nous, c'est extrêmement important la place des proches. Quand vous soignez un patient, vous soignez aussi tout l'entourage. Tout en gardant bien l'idée que le patient reste au centre de ce qui lui arrive. Évidemment, ça fait partie de l'environnement du patient. C'est vraiment cette philosophie de se dire, en fait, le patient n'est pas que sa maladie. Et il y a toute sa vie autour. C'est quelqu'un avec son environnement, c'est quelqu'un avec ses proches, c'est quelqu'un avec sa vie, son passé, son futur, son présent, quoi. Alors là, on va passer maintenant sur les soins palliatifs en eux-mêmes. Le projet de loi vise à les renforcer.
La mesure phare, c'est donc la création de ces unités intermédiaires entre le CHU et le domicile. Quel regard portez-vous, vous, sur cette création ? Un regard positif. C'est sûr que sur le papier, c'est un super beau projet et effectivement pour les gens qui souhaitent quelque chose de moins médical, qui projettent pas leur mort dans un monde médical et dans un monde hospitalier, ça peut être complètement une solution. Mais voilà, on sait très bien les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels qui accompagnent les décès à domicile, à quel point ça peut être difficile pour les proches aussi. Donc ça pourrait être une solution intermédiaire. Après, il faut y aller et puis surtout, en fait, au-delà de créer ces nouvelles choses, il faut aussi renforcer l'existence des soins palliatifs sur les territoires où il y en a pas déjà et renforcer là où il y en a peu. Parce que malheureusement, c'est pas accessible à tout le monde. Et c'est ça, à mon sens, le vrai problème. Est-ce que la crainte, ce n'est pas qu'il y ait une loi qui soit créée sur le papier, mais finalement, il n'y ait pas les budgets alloués qui permettent de mettre en application ? C'est ça. Malheureusement, enfin, j'ai pas une grande expérience encore professionnelle, mais des quelques années que j'ai à l'hôpital, on a l'impression que malheureusement la question de l'argent c'est le nerf de la guerre et que ce qu'on met en œuvre et ce qui est fait, il faut que ça soit fait en fonction des budgets, que ce soit là. Donc c'est vrai que sur le papier c'est très beau, on a vraiment envie d'y croire. En pratique, je ne sais pas ce qui va être créé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manquerait de votre point de vue pour les soins palliatifs ? Quel est le besoin le plus crucial ? Ouais, que ce soit accessible à tous. C'est vraiment les départements où il y en a pas. Même là, au sein de notre territoire, il y a d'énormes inégalités quand on habite dans une grande ville ou quand on habite à la campagne plus éloignée. Mais ça, la question de l'égalité aux soins, au-delà des soins palliatifs, c'est un problème pour énormément de Français à l'heure actuelle. Mais pour moi, c'est surtout ça, en fait. C'est que on a le droit à un accompagnement de ses symptômes, un accompagnement de ses proches, qu'on habite dans une grande ville, à la campagne, ou qu'on habite dans n'importe quel département ou territoire de France. Pour moi, c'est surtout ça qui est important. Avez-vous le sentiment qu'on met plus l'accent sur l'aide active à mourir plus que sur l'accompagnement en fin de vie ? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai mes propres biais de ce que je perçois des médias. On a l'impression que dans les médias, effectivement, les voix pour l'aide active à mourir sont extrêmement fortes et entendues. Et voilà, les gens la réclament aussi, cette aide active à mourir. Alors après, c'est toute la question de pourquoi on la réclame et comment elle est présentée et aussi de ce qu'on sait, ce que les gens savent du cadre légal actuel, de ce qui existe déjà. Parce que il y a certaines problématiques que les gens vous disent quand on leur demande pourquoi vous êtes pour l'aide active à mourir, qui sont en fait des problématiques qui sont déjà couvertes par la loi actuelle, qui n'est pas assez mise en œuvre faute de connaissances, de formation et de possibilités de faire les choses sereinement. Cette faute de connaissances au niveau de la loi, donc Claes Leonetti, je pense que c'est celle-là. C'est ça, oui. Elle concerne les autorités publiques, le tout un chacun, et aussi les personnels de santé. Oui, honnêtement, je vous livre vraiment, moi, avant mon agressement palliatif, avec Claes Leonetti, je l'avais appris, parce que pour l'externat, comme j'ai dit, on a un concours, donc on a une quantité d'informations théoriques qu'on apprend et qu'on redistribue le jour du concours. Mais le fond de cette loi, ce que vraiment elle veut dire, à quoi elle répond, en fait, on le sait pas très bien. Et autour de moi, quand j'en parle un peu avec d'autres amis qui sont médecins, mais dans d'autres spécialités, c'est largement méconnu. Et le contenu de la loi, et dans les conditions dans lesquelles elle est applicable, et comment l'appliquer aussi, parce qu'on peut très bien connaître la loi, mais ne pas savoir initier une sédation profonde et continue. Enfin, c'est que ça demande quand même une certaine expérience et une certaine formation. Et voilà. Et ça, on l'a pas tous. On l'a clairement pas tous. Et j'allais dire parfois avec une belle méconnaissance. Vous parliez de la sédation profonde et continue. Certains la rapprocheraient d'une euthanasie. On n'est pas dans ce cadre-là. On n'est pas dans ce cadre-là. Non, l'intention n'est pas du tout la même. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les deux. C'est l'intention de pourquoi on fait les choses. Juliette Pêcheux, merci beaucoup pour cet échange. Je rappelle que vous êtes interne en médecine générale au CHU de Montpellier. Merci. Merci.